On a le plaisir d'accueillir parmi nous M. Joey Aubé du Parti Respect Citoyen, donc qui est du district de la Chute Montmorency seigneuriale. Alors, merci à vous. On accueille aussi M. Bruno Marchand, donc du Parti Québec Forte et Fière. Madame Jackie Smith du Parti de Transition Québec. M. Claude Villeneuve de Québec d'abord. Alors, merci à vous d'avoir accepté notre invitation et de venir à la rencontre de la population étudiante pour discuter de nos visions, de vos visions, de vos engagements et des enjeux qui façonnent l'avenir de notre ville de Québec. Alors, ce débat est une occasion unique d'écouter les propositions et surtout de vous outiller pour faire un choix éclairé lors du scrutin du 2 novembre prochain. Et justement, nous souhaitons profiter de ce moment pour adresser un message clair à toute la communauté étudiante. Allez donc voter. Historiquement, les jeunes de 18 à 35 ans votent beaucoup moins que la moyenne. Pourtant, les décisions municipales ont un impact direct sur notre quotidien à toutes et à tous ici présents dans la salle et non présents. On parle du transport, on parle du logement, du développement durable, de la sécurité, des loisirs, de l'accès aux services et j'en passe. Ce sont des enjeux qui nous concernent toutes et tous, donc c'est important d'aller faire entendre notre voix en allant voter le 2 novembre prochain. Votre voix compte, votre vote est un levier de changement, alors le 2 novembre, prenez le temps de la faire entendre au nom de toute notre génération, c'est important de le faire. Sur ce, bon débat à toutes et à tous, et encore une fois, bienvenue à ce débat électoral. Donc, j'en ai fait un mot dans mon introduction. Maintenant, première question, ça part mal. Je vais vous laisser vous présenter. Donc, l'ordre de parole pour la première question, ce sera d'abord Mme Smith, suivi de M. Marchand, suivi de M. Aubé et enfin M. Villeneuve. Donc, Mme Smith, je vous laisse la parole. Bonjour tout le monde, comment ça va? Ça va bien? En arrière, là, ça va bien, là? Super. Je m'appelle Jackie Smith, je me présente à la mairie pour Transition Québec. Transition Québec, si vous ne savez pas, c'est un parti qui a été fondé sur les valeurs écologistes. Suite à un rapport de GIEC, moi, je venais d'avoir un bébé. Puis j'ai lu le rapport de GIEC, puis j'ai dit, « Wow, on s'en va dans un mur. » Et s'il n'y a personne qui fait de quelque chose, là, ça va être grave. Je me posais des questions. Pourquoi j'ai un bébé s'il n'y a pas une suite? C'est à ce moment-là que j'ai trouvé beaucoup de jeunes qui avaient la même inquiétude sur l'avenir, puis on regardait autour des débats politiques, surtout au municipal, qui se disaient que, en fait, le GIEC avait nommé le municipal pour sortir de la crise climatique. C'était nous, les villes, qui allaient sauver le monde. Donc, on s'est dit, on va aller de l'avant, on va aller au fond. Donc, on s'est lancé en politique municipale, puis les changements climatiques, on n'est pas moins inquiète, mais les questions de justice sociale, cette ronde, nous préoccupent beaucoup. Donc, on est là pour les solutions concrètes. Merci d'être là. Merci, je cède la parole à M. Marchand. Salut, merci d'être présent et présente. C'est apprécié. Bonne journée à l'université. Vous aviez sûrement d'autres choses à fouetter, alors très content que vous soyez là. Bruno, chef de Québec Forte et Fière. On s'est lancé en politique municipale en 2021. On a fondé un nouveau parti parce qu'on avait envie de bâtir une ville pour les générations futures. C'est vrai que tout ce qu'on fait dans une ville, là, par rapport à ce que vous vivez, est touché par le municipal, par nos décisions, par les règlements qu'on adopte. C'est vrai que l'avenir et les décisions qu'on prend, c'est vous qui allez vivre le plus longtemps avec. C'est vous qui allez vivre le plus longtemps avec nos décisions. Alors, si on ne les prend pas courageuses, si on ne les prend pas avec audace, si on ne les prend pas pour les prochaines générations, ben c'est à vous qu'on tire dans le pied. Alors, en ce sens-là, on a décidé pendant 4 ans de poser des gestes et d'être le plus courageux possible pour faire en sorte qu'on transforme cette ville face à ces immenses défis. Pas juste Québec, toutes les villes, mais faire en sorte qu'on regarde pour les prochaines générations qu'est-ce qu'on peut offrir et être fiers de passer un flambeau qui permet à cette ville de progresser et d'inspirer le monde. Merci beaucoup. Monsieur Aubé.
Oui, bonjour. Joey Aubé, 31 ans, candidat pour la formation Respect citoyen dans Chute-Montmorency seigneurial, qui est dans le coin de Beauport, pour ceux qui ne savent pas où ça se trouve. Écoutez, la formation Respect citoyen, ça a été fondée il y a environ 2 ans, pas uniquement en réaction au projet de tramway, malgré que ça en fait partie, je ne le cacherai pas, mais c'est principalement parce qu'on voyait que il manquait certaines choses à la Ville de Québec. Je pense qu'on peut être d'accord ici, peu importe ce qu'on pense au niveau de nos valeurs, de nos idées politiques ou quoi que ce soit. Je pense que plus le nombre d'idées est présenté dans l'espace public pour les gens afin que la démocratie soit santé, je pense qu'on y gagne tous. Et Respect citoyen, vous voyez quand même qu'il y avait un manque flagrant, du moins à l'hôtel de ville, de certaines idées. Et c'est ça. C'est pour ça que j'ai décidé d'embarquer dans l'aventure. Donc, merci beaucoup d'être avec nous, puis ça fait plaisir d'être ici. Monsieur Lunel. Merci, on nous a remercié d'être présents à l'introduction, puis je suis bien obligé de vous dire que moi, c'est moi qui est honoré de trouver vers vous aujourd'hui. Je m'en revois en 2007, le premier débat avec Régis Labeaume, mais il y avait encore plus de candidats à la mairesse avec Élection que le décès de la mairesse Boucher. On faisait ça dans les zéros en bas, je ne sais même pas si c'était le bout qui existe encore. Et je me revois dans cette salle-là, écouter un débat, puis je dois vous dire, je suis un peu ému de me trouver d'être celui qui se trouve devant vous aujourd'hui avec mes collègues. Ça ne peut pas m'empêcher de me demander qui parmi-vous dans cette salle-ci et qu'un jour sera candidat à la mairie, qu'il y aura l'occasion. Il n'était pas question que je mange ça. Ce soir, je suis très heureux d'être là. Nous, Claude Villeneuve, mon nom, Québec d'abord. Nous sommes l'ancienne équipe Labeaume, mais c'est bien que je peux faire là-dessus. En fait, l'opposition officielle au conseil municipal depuis 4 ans. Moi, je me suis lancé en politique en 2021. C'était après la pandémie, on avait ce désir-là d'action collective, on avait ce désir-là d'agir sur notre milieu. Je venais de devenir papa. Aujourd'hui, j'ai 2 enfants qui ont 2 ans et 4 ans et demi. Puis c'était ça, c'était ma volonté d'implication après avoir été en politique provinciale plusieurs années. C'était de travailler à améliorer nos rues, nos quartiers pour nos enfants, pour se faire une ville qui est agréable à vivre. Puis c'est ça qu'on va discuter aujourd'hui, comment on peut se donner une belle ville pour notre futur. Merci beaucoup d'être présent ce soir. Donc, première question, j'ai fait allusion un petit peu dans mon introduction par rapport à la représentation de la participation des jeunes. Encore une fois, allez voter, mais c'est mon dernier cas, je le promets, peut-être à la fin. Donc, alors que les jeunes demeurent sous-représentés dans les instances municipales, comment votre parti souhaite-t-il renforcer leur participation à la vie politique locale et s'assurer que leurs préoccupations soient réellement prises en compte dans les décisions du Conseil? Et pour cette fois-ci, nous avons M. Aubé en premier, suivi de M. Villeneuve, Mme Smith et M. Marchand. M. Aubé. Je suis content de commencer cette question-là, étant le plus jeune sur le panel quand même. Donc, ça me touche quand même beaucoup. Écoutez, absolument. C'est sûr que on le voit, pas uniquement au municipal, mais par tous les paliers de gouvernement, il y a un profond cynisme qui sévit dans la population aussi, principalement chez les jeunes, parce que c'est eux qui vont le moins voter. On sent clairement que, à bien des égards, on ne va pas nécessairement chercher leurs enjeux. On ne sait pas nécessairement. On s'intéresse plus ou moins à eux, puis on se dit, bah, eux autres, ils ne vont pas voter de toute façon, fait qu'on va laisser faire, on leur parlera pas. Je pense que, oui, il faut faire davantage de publicité, aller les chercher, mais principalement les écouter. Je pense que beaucoup de gens, et pas uniquement des jeunes, mais généralement en politique, il faut vraiment triper sa politique pour s'y intéresser sérieusement. Tu sais, moi, je le fais, puis je sais que mes collègues également aussi doivent sûrement avoir un intérêt pour ça. Mais pour beaucoup de gens, c'est un peu comme l'éclipse l'année dernière. La politique, on regarde ça par le soleil avec les yeux pendant 5 secondes, puis on a le goût de détourner le visage tout de suite absolument parce qu'ils trouvent ça soit répugnant ou sont profondément cyniques. Mais pour la question de la jeunesse, je pense que vraiment, tout le monde ici peut être d'accord là-dessus qu'il faut en faire davantage, puis que, justement, davantage de mouvements, davantage de politique, c'est toujours bonne idée. Voilà. Merci, M. Villeneuve. Moi, je pense qu'il faut augmenter le nombre de zones de contact. Il faut non seulement que les jeunes soient consultés, mais qu'ils soient partie prenante aux décisions. Je pense que dans chacune des équipes, il y a des jeunes candidats. On a Anna Rose Paradis qui est candidate à Cap-Rouge, on a Félix Bouffard qui est candidat dans Montréal, Saint-Sacrement. Il faut que les gens, en fait, de tous les âges, soient partie prenante aux décisions, puis qu'on ait l'ensemble du spectre. Ça prend de la diversité dans nos décisions. Il faut que nos conseils municipaux, nos assemblées libérantes, nos parlements soient représentatifs de la population. Il faut, quand je vais augmenter le nombre de zones de contact, c'est que moi je m'attends du maire de Québec, puis en fait je ne dis pas par rapport à M. Marchand parce que je pense que vous le faites. Moi je pense que le maire de Québec doit parler souvent aux représentants étudiants, au Canada, à part le maire de Québec. Il faut qu'on soit en contact, il faut qu'on soit dans les mêmes activités, il faut que des activités comme celle-ci aujourd'hui qu'on les multiplie, qu'on puisse échanger pour voir c'est quoi qu'on est capable de faire ensemble. Moi je pense que vous n'êtes pas différents des autres citoyens, vous connaissez votre milieu, vous connaissez les besoins, puis à la fin, c'est ensemble qu'on les prend les décisions, c'est ensemble qu'on avance la vie. Merci. Mme Smith. Premièrement, je pense que
juste pour vous dire, moi, je me suis intéressée dans la politique municipale à cause d'une affiche dans cette salle-là des groupes femmes en politique. Présentez-vous en politique municipale, et c'est là que j'ai appris sur les conseils de quartier. J'aimerais juste aussi, donc pour nous, les communications pour les jeunes, je sais que ça passe plus nécessairement par les affiches, mais le rendre ça intéressant et avoir la capacité de changer les canaux, les médias qui sont vraiment bien adaptés pour informer les jeunes. Aussi, la question de participation réelle. J'aimerais juste souligner la présence de notre candidat dans le plateau ici, avec la tuque rouge, Félix Leroux, excuse-moi, et Raphaël qui est présentement en train de faire l'examen. Bonne chance, Raphaël. Donc, le prise le vrai pouvoir décisionnel pour les jeunes, c'est important pour nous. Les jeunes, chaque fois, beaucoup de nos partis sont en bas d'âge de 30 ans, et la vraie capacité décisionnelle, ça va attirer des jeunes. Donc, impliquez-les dans la politique. Excuse-moi. C'est correct, vous êtes excellent par rapport au temps, donc je vous remercie énormément. Prochaine question, on va parler d'urbanisme et de délai de construction. Non, j'ai tout. Vous connaissez déjà ma réponse, vous savez que c'est la meilleure. C'est horrible, hein? Non. M'excuse, allez, je me suis très désolée. Non, c'est pas de faute, c'est bien correct. Je veux faire du pouce sur ce que Mme Smith disait, et M. Villeneuve également. Je pense que ça commence pas par le fait de faire des conseils aux jeunes, des espèces d'alternatives bizarres où les jeunes peuvent dire quelque chose mais on les écoute peu. Ça commence par avoir des jeunes au conseil de ville, dans le conseil de ville. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais eu une équipe aussi jeune, et notamment chez les moins de 30 ans. Il y a Gabriel qui sera là, qui est juste là derrière, qui est en agronomie. Il y a Catherine qui vient de graduer de droit. Il y a Clément qui est en sciences politiques, qui vient de graduer de sciences politiques. Et au cabinet, il y a Yanis, il y a Juliette, il y a Alexis, il y a Cédric, des jeunes qui représentent les jeunes pour parler aussi au nom de tous ceux qui veulent qu'on aille plus vite, qu'on soit plus courageux, et qui ont envie de nous pousser dans le dos et qui ont envie qu'on ne fasse pas de la politique de vieux bonhomme comme à une autre époque. Et ça, c'est tant mieux. C'est tant mieux qu'on ait cette représentativité au sein du conseil de ville pour nous pousser à aller plus loin, pour toutes les raisons que je vous ai données tantôt, pour amener les enjeux les plus importants et les traiter avec une perspective qui est différente, le logement, la mobilité, l'ensemble des enjeux liés à tout ce qui concerne la jeunesse et surtout à ce qui concerne la jeunesse pour des générations à venir. Merci beaucoup, M. Marchand. Donc, la prochaine question porte sur l'urbanisme et le délai de transport. Et pour éviter que je vous oublie, l'ordre de priorité, vous commencez la prochaine question, M. Marchand. Ça a été fait encore de manière aléatoire, mais ça tombe bien, ça me permet de sauver la face. Ensuite, vous serez avec suivi de M. Aubé, M. Villeneuve et de Mme Smith. Donc, la question va comme suit. Plusieurs projets de logement étudiants, notamment à but non lucratif, prennent plusieurs années avant d'être approuvés. Que pensez-vous de la mise en place d'un mécanisme accéléré d'approbation pour les projets de logement étudiants et abordables afin de réduire les délais municipaux et de soutenir plus efficacement les organismes qui développent ce type de projet? Monsieur Marchand, je vous laisse la parole. Merci. Le logement est un réel problème. C'est pas que j'ai besoin d'en dire trop. Là. Le prix est un problème. Le marché est complètement saturé. Ça fait monter les prix. Et avec un revenu étudiant, ça devient complètement irréaliste. C'est pour ça qu'on axe de plus en plus et qu'on a construit plus de logements sociaux et abordables en 4 ans que dans les 20 dernières années. Cependant, pendant 30 ans, on n'a pas construit à Québec de logements étudiants. On en a même enlevé. Les résidences étudiantes, on les a transformées. C'est ce qui fait que notre association avec l'UCIB, où on a, j'ai envie de dire, quintuplé le budget pour faire en sorte qu'on investisse pour du logement étudiant à faible prix en matière de loyer, peut faire en sorte de venir faire une différence. On n'a jamais autant construit de logements étudiants qu'on en construit maintenant. Les dernières années sont bonnes et les prochaines, on a des centaines de logements étudiants qui s'en viennent, notamment avec des partenariats avec des organismes non lucratifs, pour faire en sorte de juguler cette crise-là qui affecte énormément les étudiants, notamment dans leurs revenus, mais dans leur capacité de poursuivre leurs études. Merci beaucoup. Monsieur Aubé. Eh bien, nous, notre côté respect citoyen, bien évidemment, on n'est aucunement contre les organismes en but non lucratif, puis bien évidemment, pour niveau de la question du logement, c'est vraiment une question essentielle. Je pense que tout le monde est d'accord à ce niveau-là. Par contre, on prend le problème un peu à l'envers. C'est la question de l'obtention des permis. Bien évidemment, je n'irai pas les accomplissements de M. Marchand pour ce qui est de la construction de logements sociaux. Par contre, je pense vraiment que, on le voit que c'est un fléau à travers les différentes municipalités au Québec, qu'à quel point obtenir un permis qui, nous, par respect citoyen, on veut vraiment mettre ça à 10 semaines. Présentement, c'est minimum 20 à 24 semaines à Québec. Vous allez dire, c'est moins pire
a qu'à Montréal. Oui, mais on ne veut pas devenir Montréal non plus. Donc, je pense que ça donne un incitatif positif aux entrepreneurs, à la fois privés, puis également aussi publics au but non lucratif, à le voir construire davantage, également à davantage densifié. Donc, c'est principalement ça qu'on propose. Merci. Monsieur Luna. Ça prend la diversité dans le logement. Il y a un glissement qui s'est opéré au cours des dernières années. C'est continué à parler de moins en moins de logement social, de plus en plus de logement abordable. Tout le monde sait que c'est pas la même chose. C'est la même chose dans le logement étudiant. Moi, on en parlait cette semaine avec l'académie étudiant à 1 800 $ par mois. C'est bon, j'ai probablement une gamme clientèle à qui ça convient, ils font une structure comme celle-là, mais je pense pas que c'est le cas de la plupart des gens. En tout cas, moi, quand j'étais étudiant, c'est pas le genre de choses que j'aurais permis de payer. En fait, c'est qu'on veut que dans le parc locatif, qu'il y ait des logements intéressants pour les étudiants partout, pas seulement sur les campus, dans les résidences étudiantes. Et pour ça, il faut une diversité de l'offre, il faut une diversité. On ne peut pas juste construire des logements haut de gamme, on ne peut pas juste construire des résidences étudiantes, mais il en faut des résidences étudiantes. Je pense que les initiatives comme ce qui vient de la base, c'est toutes les choses dont on parlait quand moi j'étais étudiant, puis aujourd'hui ça existe, il y a des institutions, des groupes qui ont été créés, c'est des partenaires. On sait que n'importe quel groupe de ressources techniques essentiel pour être capable de travailler ensemble, pour être capable de donner des résultats. Puis ça, à l'écoute des besoins de la communauté, moi je pense qu'il y a des solutions qui viennent des gens comme nous, puis il y a des gens qui travaillent ces questions. Merci. Qui ici avait entendu le groupe Utile? Lève la main. OK. Utile, c'est un organisme de but non lucratif qui construit les logements précisément pour les étudiants, pour les gens qui ne savent pas. C'est quelque chose, un engagement qu'on avait pris en 2021 de supporter la construction des logements sociaux, logements étudiants. Et on a vu, il y a 2 projets qui étaient réalisés dans le cité des Moalou depuis 2021 et je suis content qu'on avait fait ça. Il y avait aussi un projet de loi qui s'appelle le projet de loi 31 qui laisse les projets être sur une voie rapide pour la construction. C'est la seule manière qu'on va utiliser ce pouvoir municipalité, c'est pour mettre sur la voie rapide la construction des logements sociaux et étudiants. L'autre chose qu'on veut développer, c'est un programme pour les personnes qui gagnent moins que 60 000 $ par année. On veut faire l'acquisition de plusieurs édifices construits pour offrir des logements à prix véritablement modique. Qui ici gagne moins que 60 000 par année? Qui ici gagne moins que 42 500 000 par année? Est-ce que vous savez que vous n'êtes pas... 42 000, c'est le seuil pour le logement social, mais en tant qu'étudiant, vous n'avez pas le droit à ça. Donc, il faut avoir quelque chose qui répond aux besoins criants de logement étudiant. Merci. La prochaine question porte sur le tramway et le 3e lien. L'ordre de parole va comme suit. M. Desmetneuf, Mme Smith, M. Marchand et M. Aubé en 4e. Donc, le projet de tramway et le 3e lien autoroutier suscitent des visions très différentes pour l'avenir du transport et de l'aménagement du territoire. Comment votre parti évalue-t-il ces projets? Donc, je passe la parole à M. Villeneuve. En 1 minute, couvrir le tramway et le 3e lien. Ouais. C'est quelque chose, mais je pense que c'est un des problèmes, c'est qu'on a opposé ces projets-là, puis ça a créé une polarisation. Tandis que, dans l'absolu, qu'on soit pour ou contre, les deux pourraient exister. C'est pas l'un ou l'autre. En fait, puis moi, j'en ai peut-être une condition n'est pas réalisée en 3e lien si le tramway ne se fait pas, parce qu'on sait que c'est une orientation du gouvernement présentement, mais le projet de transport structurant, l'ensemble du plan cité, c'est ça la priorité en matière de mobilité à Québec. C'est ça qu'on a besoin pour transporter plus de personnes. On va transporter des voitures, on va transporter des personnes. Et c'est essentiel d'abord aller là-bas avec ça. Maintenant, le gouvernement, cette orientation-là, on ne voudrait pas d'un 3e lien. D'abord, le corridor central, dont il se parle présentement, tout le monde le sait, à Québec, il n'y a pas de pont qui va se construire autour des Chemins de Valéro, ça ne va pas exister. Tout le monde qui est censé être au courant de ça. C'est pas ça qui répond aux besoins, c'est pas ça la demande des gens qui veulent revenir. De toute façon, il ne faut pas que ça empêche nos désirs d'aménagement, comme par exemple une phase 4 de semaine de chantier à Beauport et aussi la conversion du chemin ensemble au bord de l'eau. Merci, Mme Smith. Pro tramway, contre 3e lien, on a toujours été. On sera toujours dans ces positions-là. Aussi pour le tramway,
Première phase, il faut que ce soit réalisé, mais il faut mettre en place aussi tout le plan de la cité qui va desservir à la fois Estimobile, le Bourgneuf, Boulevard Charest, jusqu'à Lévis. On veut aller encore plus loin, par contre, avec un tramway qui va aller jusqu'à La Fonde, parce que La Fonde, l'autoroute Laurentienne, c'est un des endroits avec le plus de trafic. Et si on ne va pas jusqu'à La Fonde, on ne va jamais donner une bonne raison pour les gens de laisser leur auto, sortir le trafic et avoir une bonne moyenne de transport en commun. Merci beaucoup, M. Marchand. Je n'aborderai pas le troisième loin, mais je veux principalement parler de tramway parce que c'est une des solutions, mais c'est juste une carte. La mobilité moderne, c'est oui un tramway structurant qui est capable de déplacer des gens avec une forte capacité pour déplacer beaucoup de monde rapidement, avec une grande fréquence de façon confortable. Donc on utilise plus le transport collectif, diminuer nos GS, améliorer notre économie. Mais au-delà de ça, la mobilité moderne, c'est de faire en sorte qu'on puisse faire du à vélo, qu'on puisse faire du tramway, du covoiturage, de l'autopartage, qu'on puisse réunir dans une seule application, ce qui s'appelle en Europe Mobility as a Service, qu'on est en train de faire et on va avoir le bêta au printemps prochain, pour faire en sorte que toutes les façons de se déplacer soient réunies dans une seule application et qu'on offre aux gens enfin le choix de se déplacer de façon rapide, de façon sécuritaire, avec des moyens environnementaux pour diminuer nos GS, mais certainement pour faire en sorte que ceux qui ne veulent pas de voiture puissent se déplacer fluidement et facilement et avec un gain pour tout le monde. La mobilité moderne, elle s'en va là. Québec va être la première ville en Amérique du Nord à avoir cette mobilité-là intégrée et on va en être très fiers. Merci, M. Aubé. Je vais être un peu différent de mes collègues, bien évidemment. Donc, en faveur d'un troisième lien à l'Est, bien que c'est un enjeu, bien évidemment, au niveau du gouvernement provincial. Puis je pense qu'on est d'accord avec M. Villeneuve aussi là-dessus, au niveau du respect citoyen, le fameux corridor central. Je pense même que c'est une insulte pour les gens de la grande région de Québec d'avoir même proposé ça, personnellement. Pour ce qui est du projet de tramway, c'est pas sans cacher, la partie respect citoyen est contre. Pas nécessairement qu'on est contre le transport structurant, encore le transport collectif. C'est qu'on considère que c'est un mauvais projet en soi. Parce que, premièrement, il n'y a jamais une majorité claire de gens qui étaient en faveur du projet depuis son institution, depuis le début, selon moi. Et également aussi, c'est que pour le transport en commun en général, puis je suis un gars de la Rive-Sud originalement, donc je peux vous en parler, il y a deux intérêts qui forcent les gens à quitter leur voiture. Soit ça coûte moins cher par transport, le transport en commun, ou c'est plus rapide, ou les deux dans le meilleur des cas. Avec le projet de tramway actuel qu'on nous propose, on ne sait pas les frais fixes, ou du moins les frais d'entretien du tramway, c'est très flou, et on parle d'environ 20 à 30 km/h de vitesse versus une voiture qui en roule environ 50. Donc, je pense que pour ce qui est du projet de transport structurant, nous, c'est faire vraiment le ménage du RTC pour ensuite consulter les citoyens pour pas avoir le projet de structurant qu'on va voir prochainement pour la Ville de Québec. Excuse-moi, madame, question de privilège. La maire n'a pas répondu s'il était pour ou contre le troisième lien. Il est pour un candidat de répondre Au conseil, Mme Smith? Si vous n'avez pas de temps, Non. on va faire plaisir. Chaque personne, je pense que la même question est posée à des candidats. Vous avez le même temps pour y répondre, mais je m'en souviens. C'est règle stricte. Si vous êtes dans mes cours, vous le saurez, elles sont strictes. Donc, la prochaine question est en deux temps cette fois-ci. Donc, ça va être une première question sur la mobilité active et dans une deuxième question, accessibilité du transport en commun. Donc, je vais poser deux questions, une sur la mobilité active et une sur l'accessibilité du transport en commun. Pour la question sur la mobilité active, l'ordre de parole va Mme Smith en premier, M. Aubé, M. Villeneuve et ensuite M. Marchand. Et ensuite, nous passerons à la deuxième question sur l'accessibilité du transport collectif. Donc, pour la mobilité active, comment votre parti compte-t-il favoriser le développement de la mobilité active à Québec? Mme Smith. Depuis jour 1, on était pour un réseau des rêves, ce qu'on appelait des vélos boulevards à travers la ville de Québec. On avait une carte qui était extrêmement ambitieuse en 2021 et dès la première journée, on avait dit à M. Marchand puis son équipe, allez-y, on fonce, puis première chose, il faut augmenter la capacité, le budget par personne pour les réseaux cyclables. On est poussé pour avoir des cyclables déneigés et on va continuer à faire ça. Une des choses qu'on trouve, malgré le fait que le CDC, le DVCT, c'est en plein cours, puis il y a vraiment un extraordinaire succès, on trouve qu'il y a encore les petits angles morts dans les quartiers. Que les enfants et les personnes âgées avec les crédits porteurs, ils n'ont pas nécessairement un bon service pour aller dans les endroits comme les bibliothèques, les écoles primaires, etc. Donc, c'est une certaine chose qu'on veut élargir le réseau. Merci, M. Aubé.
Oui, nous, principalement, une de nos promesses fortes, c'est vraiment de faire le ménage au sein du RTC. Présentement, selon les catégories, on a fini 9e des sociétés de transport au Québec. Je pense que, comme dit la bonne vieille expression, il ne faut pas mettre la charrette devant les bœufs. Je pense qu'avant de gérer vraiment du transport structurant, vraiment donner des grandes ambitions pour ce qui est du transport, la mobilité durable, il faut vraiment commencer à s'occuper vraiment des vraies choses et faire le ménage là-dessus. Mais plus spécifiquement, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment maximiser chaque dollar des citoyens avant de dépenser des milliards, précisément. On veut s'inspirer du Winnipeg Transit, principalement à la ville de Winnipeg, justement, au Canada, pour, justement, optimiser et synchroniser les flux de circulation avec les autobus et non pas avec les véhicules. Comme ça, par exemple, il pourrait y avoir des trajets express, par exemple, mettons, de Val-Belair à Charlebourg, qu'au lieu que ça prend, mettons, 1h30, puis je comprends qu'il y a beaucoup d'entre vous qui aimeraient peut-être plus habiter un petit peu plus loin, mais c'est à cause du transport qui est très long. À moins que vous levez à 5 h du matin, c'est assez compliqué. Bien justement, mais avec ces trajets-là très rapides, on pourra augmenter la capacité de 25% au niveau des autobus avec les mêmes autobus, les mêmes chauffeurs et tout ça, parce que ça va être plus rapide, puis on va peut-être couper au moins, c'est pas la moitié du temps, sinon plus. Donc, c'est principalement ça. Merci, M. Villeneuve. Moi, je pense que le moyen de mobilité par excellence, c'est la marche. Celui qui existe depuis plus longtemps, puis le moins, il a été prouvé, qui n'a pas été remplacé depuis ce temps-là, ça reste quand même la façon la plus simple, la plus facile de se déplacer, puis c'est accessible à tout le monde pour un équipement. On a des besoins au Québec, on a une cordée de trottoir à faire. C'est pas évident pour les gens, je peux vous dire, pour quelqu'un qui se promène avec le poussette depuis quelques années. C'est pas tous nos endroits qui sont facilement accessibles, c'est pas facile partout marcher. Il y a aussi beaucoup d'endroits où il n'y a même pas de trottoir encore, où il y en a juste d'un côté de la rue, on a des coins de jeunes et parents, partout en périphérie, il y a besoin de plus de trottoirs. Maintenant, pour la mobilité active à vélo, il y a des besoins, c'est indéniable. Il faut notre solution ici à Québec. On travaille à la développer. Il y a eu des initiatives qui ont été faites à Québec, mais il ne faut pas penser qu'on va importer la formule de notre endroit. Chaque ville a ses spécificités. Puis on le voit, c'est qu'il y a des endroits où on a déployé des corridors vélo où la cohabitation est difficile, mais par exemple pour les personnes à mobilité réduite. Il y a aussi des endroits où on a retiré les voies de circulation automobile, où ça crée de la congestion, de la frustration. Une frustration qui est non nécessaire à l'endroit du vélo, puis il faut être capable d'en parler puis de régler ces problèmes-là. Merci, M. Marchand. Nous, notre cas est clair. 95% des déplacements de 5 km et moins ne se font pas en mobilité active. Pour plein de raisons. C'est pas parce que les gens sont lâches, parce qu'il faut accéder à un système, à un réseau qui fait en sorte que c'est plus facile, c'est plus sécuritaire, et c'est surtout plus confortable. Alors, depuis 4 ans, on s'est battu pour ça. On a amélioré le déneigement des trottoirs. On en fait plus. Il faut en faire encore plus pour être encore meilleur à faire ça. Il faut faire en sorte de soutenir le fait que c'est plaisant de se rendre à destination à pied. Il faut faire en sorte que le vélo, autant hivernal qu'en été, soit encore plus soutenu, et ça marche. Les gens nous ont critiqué dans toutes les radios pour nous faire dire finalement, c'est vrai, il y a du trafic sur chemin Sainte-Foy, sur le CBC, alors que vous avez eu le courage d'agir et tout le monde vous disait c'est pas gagné électoralement. On a décidé de le faire parce que pour améliorer notre façon de se déplacer, permettre la mobilité active, ça suppose de faire des choix courageux. Ça suppose d'affronter vents et tempêtes, vents et marées. Ça suppose de faire en sorte qu'on pose des gestes qui font en sorte que ceux qui veulent se déplacer en mobilité active, ils aient les moyens, ils aient la structure, et ça fonctionne. La preuve en est que si vous promenez sur le CVC chemin Sainte-Foy, ça marche parce qu'il y a beaucoup de monde, et notamment beaucoup de jeunes. C'est ça faire des choix pour l'avenir, c'est ça faire des choix courageux, malgré les critiques, et surtout pas les faire par sondage. Merci. Donc, on passe à notre deuxième volet, je dirais, de cette question sur l'accessibilité du transport collectif. Comment votre parti entend-il rendre le transport collectif plus accessible autant financièrement que géographiquement sur le territoire de la Ville de Québec? L'ordre de parole sera M. Marchand, M. Villeneuve, Mme Smith et M. Aubé. M. Marchand, je vous laisse la parole. Merci. Le transport collectif mérite qu'on y investisse. Il y a plusieurs d'entre vous qui n'avaient pas accès à un transport qui permet d'avoir le goût de le faire. Vous le faites peut-être par absence de revenus, par choix écologique. Et tant mieux, je vous en félicite, mais on doit être meilleur que ça. Ça veut dire que présentement, si on n'a pas de colonne vertébrale, colonne structurante, c'est des trains bus sur les Lévesque qui prennent un temps fou et qui ajoutent à la congestion et les autobus qui se déplacent lentement. Il faut avoir une plus grande capacité de déplacer les gens. Le tramway va répondre à ça. Mais ça suppose aussi que vers la périphérie, vers la banlieue, on ait de meilleurs services. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix courageux d'avoir une taxe sur l'immatriculation. Ça ne nous tentait pas de mettre une taxe en place. Mais on le fait pourquoi? Parce qu'on est la seule société avec Gatineau à développer des nouveaux services de transport collectif, parce qu'on s'est donné des moyens, des revenus supplémentaires pour faire en sorte qu'on ait des métrobus de plus, transport à la demande via Flexibus, du à vélo dans toute la périphérie, la banlieue, et des parcobus qui permettent à des gens de se stationner et prendre des express pour rentrer en ville. Il faut être meilleur pour ça. Il faut être meilleur pour avoir un système de transport collectif digne de ce nom. Parce que quand ça marche bien, les gens l'utilisent. Sinon, on leur demande un sacrifice qui ne devrait pas être le cas en 2025. Merci. Je passe à M. Villeneuve.
Rapidement, une minute. Une des raisons pour lesquelles c'est un travail qu'on veut faire, des fois, il faut revenir à la base, il y a des choses qu'on n'a peut-être pas assez expliquées, mais c'est que le tramway, là, c'est le mode de transport en commun par excellence de l'accessibilité universelle. On ne l'a pas assez expliqué, mais le tramway arrête sur des quais, toutes les portes ouvrent en même temps, comme un métro, et on est au même niveau là, pour les chaises roulantes, pour les personnes à mobilité réduite. Ça, c'est une question d'accessibilité universelle. Maintenant, accessibilité sur le territoire, c'est pour ça qu'il faut réaliser l'ensemble de la cité. C'est pour ça qu'il faut que les antennes se rendent à Destimoville, à Le Bourgneuf. On ne peut pas avoir seulement un lien de tramway au centre-ville, il faut que ça aille ailleurs, puis après ça, ça va prendre un service sur Charest, un qui va vers la Rive-Sud, comme le propose de densité, et des réseaux de voies réservées robustes pour les autobus pour pouvoir aller tout le monde vers le réseau structurant. C'est ça l'accessibilité sur le territoire. Et aussi sur la question de l'accessibilité financière, moi je pense à été soumis dans cette campagne-là un appui d'effectifs au maintien du laissez-passer universel. On rêvait de ça, moi, quand j'étais à l'université, de mettre en place des choses comme ça, puis il ne faut pas toucher à un cheveu de cette proposition-là, cet outil-là, qui est utile pour les étudiants, et qui est auquel les gens adhèrent fortement. Merci, Mme Smith. Oui, en complément avec le tramway, le projet tramway, ça va libérer une grande partie des flottes d'autobus qui desservit déjà le tracé de notre autobus 801. Et le projet que M. Aubé avait parlé des feux synchronisés, en fait, ça fait partie du projet tramway d'avoir les bus qui sont sur une certaine voie rapide. L'autre chose qui est vraiment fort pour Transition Québec, c'est on veut offrir le bus gratuit pour les 18 ans et moins et les 65 et plus dès la première année au pouvoir. Puis on cible la gratuité universelle en 2028. On propose ça parce qu'on trouve que c'est un accès. Présentement, le bus est vraiment trop cher pour une bonne partie de la population. Et une des choses qu'on a pu voir, c'est que lorsque les gens ils ont une offre de transport gratuit, des fois ils laissent l'auto et ce qu'on a pu voir avec le LSU, il y a normalement une hausse d'achalandage de 10%. Merci, M. Aubé. Pour répondre rapidement au propos de Mme Smith, c'est pas exactement la même chose. Winnipeg Transit utilise vraiment son propre système d'automatisation vraiment custom qui peut s'adapter à celle de la Ville de Québec, tandis que le projet actuel avec celui de tramway, c'est principalement de copier-coller l'AI un peu de Google pour aller là-dedans. Et disons que certains experts de l'informatique m'ont dit que c'est quasiment comme mettre un plaster sur une plaie ouverte. Donc, c'est pas la même chose. Pour mettre l'accessibilité pour ce qui est du transport collectif, au niveau géographique, je pense que j'ai vraiment répondu à la question dans ma dernière intervention. Nous, ce qu'on veut faire, en fait, c'est on veut réduire la passe mensuelle du RTC à 50 $. Je sais que ça varie tout dépendant de l'arrondissement où c'est que vous êtes, mais c'est autour d'une centaine de dollars par mois environ. Parce que Respect citoyen, depuis environ un an, a fait des consultations dans les 21 districts de la Ville de Québec et beaucoup de gens nous ont dit que j'ai un véhicule, mais des fois, mettons le dimanche ou le samedi, je prendrais le transport en commun, mettons pour aller à l'épicerie ou certains trucs comme ça, mais au prix de la passe mensuelle, j'oserais pas, mais si ça serait moins cher, je la prendrais. Et le but, justement, c'est qu'on n'est pas contre le transport en commun, on veut que les gens l'utilisent, donc c'est une des propositions qu'on fait. C'est l'équivalent de l'équipe mobilité, mais c'est pas uniquement pour les gens à faible revenu, c'est pour entièreté des citoyens de la Ville de Québec, incluant les étudiants. Merci. On change de registre et on va parler d'insécurité alimentaire. L'ordre de parole sera comme suit. M. Aubé, Mme Smith, M. Marchand et M. Villeneuve. Donc, la question est, il y a un petit préambule à la question. Près de 40% des personnes étudiantes au Québec vivent de l'insécurité alimentaire, un phénomène visible jusque sur le campus, où il n'est pas rare d'avoir des projets d'aide alimentaire vides, faute de ressources suffisantes. Dans ce contexte, quelles mesures votre parti mettrait-il de l'avant pour alléger l'insécurité alimentaire? Monsieur Aubé. Bien, nous, en fait, on prend vraiment le problème de l'autre côté. On veut vraiment redonner davantage d'argent dans les poches des citoyens, incluant les étudiants, pour qu'ils puissent se nourrir de manière convenable, bien évidemment. Autant que ça paraît on trouve ça un peu long nécessairement, mais le gel de taxes au niveau des résidences, ça inclut également les propriétaires de logements. Donc, au niveau du loyer, pour les 2 prochaines années, si on est au pouvoir, bien évidemment, à la Ville de Québec, ça arrive de faire une économie à ce niveau-là. Comme j'ai parlé, la passe à 50 $, donc on sauve environ 50 $ par mois. Vous allez me dire, ça fait des cents, mais c'est avec des cents qu'on fait des piastres. Donc, c'est principalement ces politiques-là qu'on veut vraiment mettre de l'avant pour, justement, redonner de l'argent davantage dans les poches des gens pour qu'ils puissent, justement, s'acheter de la nourriture puis manger dignement. Merci, Mme Smith. Transition Québec propose de mettre en place un réseau des épiceries municipales. Le concept, c'est déjà
bien en cours dans les Limoilou, il y a une épicerie qui, en fait, offre un service alimentaire à un bas prix dans les centres communautaires et dans les endroits qui sont vraiment proches du monde. Il y a les projets dans le Cégep Limoilou aussi pour avoir utiliser le jardin sur le toit pour justement alimenter les étudiants qui se trouvent dans une précarité alimentaire. On veut investir dans ces réseaux-là pour vraiment aider les gens à s'alimenter et manger parce qu'on comprend que le hausse de la coût de la vie, ça a augmenté de 11% le pouvoir d'achat lorsque les salaires ils ont seulement augmenté 1,7 depuis les dernières années. Donc c'est quelque chose qui est important et criant et on ne peut pas épanouir, étudier si on a faim. Donc on prend ça vraiment au sérieux. Merci beaucoup, M. Marchand. Le principal poste de dépense de tout le monde, mais des étudiants, évidemment, c'est le logement. On en a parlé tantôt, mais c'est pour ça qu'on a investi 14,5 millions sur 4 projets de logement étudiant. C'est 819 logements étudiants qui vont être ajoutés d'ici 2028. Est-ce que c'est assez? La réponse est non. Il faut en faire plus pour venir faire en sorte de créer du logement étudiant, mais aussi de faire en sorte que le reste du logement arrête de monter pour que d'autres qui ne se logent pas dans du logement étudiant puissent avoir un logement abordable, parce que c'est le principal poste de dépense. Et celui-là, malheureusement, il est non compressible. Et souvent, le choix qu'on fait quand on a moins d'argent, c'est qu'on coupe sa bouffe, et ça, c'est problématique pour réussir ses études. Ça suppose aussi, le deuxième poste, c'est en général le transport. Ceux qui n'ont pas la capacité d'utiliser un transport adéquat, une voiture, c'est 11 000 $ par année, tout frais confondu. C'est énorme dans le budget d'un étudiant. Et il y en a qui n'ont malheureusement pas le choix. Ça suppose donc d'améliorer notre transport, de faire en sorte, comme je vous parlais tantôt, d'avoir une mobilité intégrée, mais surtout de faire en sorte de garder les prix les plus bas possibles. Ce qu'on fait avec un vélo qui ne coûte rien par rapport à d'autres systèmes de vélo partage, notamment à Montréal et en Amérique du Nord, pour faire en sorte qu'on respecte la capacité de payer, notamment les étudiants, et qu'ils puissent se déplacer allègrement pour plein de raisons. Merci, M. Villeneuve. Ça me fait ce que de dire que la caisse c'est une passion, apprendre, d'aller à l'école et taper dans le vide, c'est difficile. On entend souvent que les enfants primaires, mais c'est vrai tout tâche, c'est vrai, encore quand tu as un parcours scolaire, il faut que tu sois concentré, tu as un concours, tu as un examen à faire. Si tu as faim en plus, tout devient plus difficile. Moi, je suis surpris quand je vais à la bouchée généreuse, quand je vais participer à la distribution, soutenir ce genre d'initiative-là. Vraiment, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup d'immigrants, beaucoup de personnes âgées, mais aussi beaucoup de personnes qui sont à l'université, qui sont au cégep, qui vont dans les banques alimentaires pour se nourrir. À un moment donné, c'est des services qui existent, qui sont là pour que ça serve, mais c'est terrible que les gens aient besoin de faire ça. Moi, je pense qu'il faut soutenir des initiatives. Moi, j'étais à l'origine d'un marché public à Limoilou à l'époque, puis il y avait des gens de l'Université Laval qui nous avaient approchés pour développer la même chose. Ça ne répond pas à tous les besoins, mais je pense que c'est des initiatives-là qui viennent de la base. Les cuisines collectives, les façons de se mettre en commun. C'est quelque chose qu'on a fait à l'université, de se faire des grosses bouffes ensemble. Il faut aider les gens à s'organiser, il faut aider les gens à être capables de soutenir cette initiative-là qui vient du milieu. Puis tout ça, bon, comme M. le maire l'a dit, avec l'amélioration de la condition de l'étudiant en général. Merci. Il reste environ une douzaine de minutes avant qu'on passe aux questions du public. Donc, je vous rappelle qu'un code QR que vous pouvez utiliser qui est à l'écran si vous voulez poser vos questions à nos candidats et à nos candidates. La prochaine question passe sur l'itinérance étudiante. Le droit de parole va M. Villeneuve, M. Marchand, M. Aubé et Mme Smith. Bien que souvent invisible, l'itinérance étudiante touchait environ 3% de la communauté étudiante au Québec en 2021, se manifestant notamment par du couchsurfing et des nuits passées sur le campus. Quelles mesures votre parti envisage-t-il pour mieux documenter cette réalité et y répondre de manière adaptée à l'échelle municipale? M. Villeneuve. C'est tellement important d'en parler parce que c'est vrai que c'est un visage d'itinérance qui est souvent caché qu'on ne voit pas. C'est pas nouveau là, pour autant. Là, moi, quand j'étais à l'université, je me rappelle, j'avais un ami qui s'était trouvé une chambre dans le sous-sol d'une maison dans le coin de Saint-Thomas-d'Aquin, puis il restait dans les... Ce qu'il avait loué, c'était la chambre de la sécheuse, c'était une espèce de garde-robe de réfugié, la salle mécanique là, de chez quelqu'un. À un moment donné, tu ne peux pas penser que tu vas pouvoir étudier, pouvoir te reposer, si tu n'as pas un endroit pour te reposer. Puis il faut en parler. L'itinérance a plusieurs visages, puis on s'en rend compte que l'image de tout le préjugé qu'on pouvait avoir autour de ce qu'on appelait jadis le sans-abri, mais quand on parle d'itinérance maintenant, c'est le fait de ne pas avoir un endroit pour se poser, pour faire ces choses. Puis c'est ce qui me fait dire qu'il faut avoir une offre de services pour les personnes en situation d'itinérance, pas seulement au centre-ville, il faut en avoir dans tous les quartiers parce que ça existe sous différentes réalités. À d'autres parts d'ici, c'est fois à différents endroits, il faut être capable d'avoir des ressources pour ramener les gens en logement, pas seulement dans le centre-ville. Merci, M. Marchand.
Dominique Moret disait dans une publication, c'est normal quand t'es jeune que tu manges ton ballonné puis que moi je l'ai fait puis tout le monde devrait le faire. Non, c'est pas normal. Je m'excuse, là, la pauvreté étudiante peut être cyclique ou espérons-le, temporaire. C'est pas plus normal, ça donne pas plus de conditions pour réussir. Alors oui, on a le devoir de travailler, on a le devoir de faire en sorte qu'à travers ça, on mette en place un système qui permet aux étudiants d'étudier, de travailler quand ils le veulent, et de faire en sorte de respecter leur capacité de payer pour qu'ils fassent ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire obtenir un diplôme et après travailler dans le champ d'expertise et en lien avec leur diplôme. Ça suppose donc de mettre tous les moyens en place pour connaître la situation. Présentement, on a des statistiques aux 4 ou 5 ans en matière d'itinérance. Vous avez raison de dire qu'on ne connaît pas la situation. Quand on ne connaît pas une situation, c'est la meilleure façon pour un gouvernement, parce que dans ce cas-ci, c'est le gouvernement du Québec qui est responsable, pour ne pas agir sur une situation. Parce que la situation n'est jamais mise en pleine face. Il faut des statistiques, il faut une volonté politique. C'est pas vrai que l'itinérance est normale, même étudiante. C'est pas vrai que le couchsurfing, c'est une condition pour réussir. Il y en a qui n'ont pas le choix, malheureusement, ou qui vivent dans leur voiture. Ça suppose d'avoir une volonté politique, de le documenter et de se donner les moyens, on en a parlé en matière de logement, pour faire en sorte de répondre aux besoins. Parce que quand on n'arrête pas de vous répéter que vous êtes l'avenir, si on ne vous donne pas les conditions pour réussir, c'est un avenir bien minable qu'on se propose avec ceux qui vont créer la suite, et ça, c'est inacceptable. Merci. Je passe la parole à M. Aubé. Oui, je pense qu'on va tout être d'accord ici, bien évidemment, que l'itinérance, autant au niveau étudiant que partout ailleurs, c'est absolument inacceptable. Là, on parle vraiment de misère humaine ici. Là. Et c'est assez surprenant parce que, bien évidemment, j'étais un peu au courant par rapport à quand j'ai lu la plateforme de la CADEL, bien évidemment, j'étais mis au courant des données, j'étais pas nécessairement au courant de tout ça. De vrai, j'en avais entendu parler, par contre, et je trouvais que c'était absolument effroyable. Bien évidemment que les décideurs, comme les conseillers municipaux, comme les maires, comme n'importe qui, ont besoin des informations les plus solides pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Je pense qu'on va être tous d'accord ici pour dire qu'il faut trouver des moyens, il faut que la Ville entre en collaboration avec les organismes pour justement bien je pourrais dire, cartographier ça, ou du moins recenser ça, malheureusement. Et nous, de notre côté, avec Respect citoyen, bien évidemment, la question qu'on se pose souvent, c'est que oui, la demande est énorme au niveau des logements, l'offre est très faible. Oui, c'est au niveau de la construction, mais également parce que beaucoup de gens restent en appartement. T'sais, l'accès à la propriété, c'est également un lien relié à ça, parce que les gens restent en appartement plus longtemps, souvent même plus seuls, et la question de la maison est souvent même pas pris en compte tellement les prix coûtent cher. Fait que je pense que la solution est vraiment d'augmenter l'accès à la propriété pour aider à ce niveau-là. Merci, Mme. Selon le CIUS de Capitale-Nationale, ils ont évalué que l'itinérance progresse à environ 8 à 10 % par année dans la région. Il y a aussi, dans le Capitale-Nationale, les loyers ont augmenté de plus de 75 % au cours des 5 dernières années, selon Statistique Canada. Et aussi, selon Statistique Canada, de 2019 à 2025, le loyer moyen pour un logement de 2 chambres à coucher est passé à Québec de 840 à 1470. On construit, mais on ne loge pas. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment grave et important. Pour Transition Québec, présentement, pour vous dire, le budget de 2025 en itinérance et cohésion sociale, c'était 4,7 millions. La crise du logement touche l'ensemble de la population, y compris les personnes étudiantes qui dépendent du marché privé. De manière plus générale, cette fois, quelle est la vision de notre parti pour soulager, régler la crise du logement? En date de 4 octobre 2025, il y avait 1088 logements et chambres affichés sur Airbnb, principalement dans les quartiers Saint-Roch, Saint-Jean-Baptiste et sur le 3e avenue dans les mois de mon district. Un des meilleurs moyens de s'attaquer à la crise de logement, c'est d'interdire les Airbnb professionnels. Parce que présentement, ces logements-là, c'est avec environ 2000 personnes ménages sur la liste d'attente pour le logement social, on pourrait facilement libérer ces espaces-là et s'attaquer à la crise de logement. Merci. Monsieur Boulet. Moi, je pense qu'une façon de lutter contre l'Airbnb et le logement, mettons, des fois, qu'on regarder dans les fins spéculatives, ça, c'est une affaire qui existe. Je
je pense qu'il faudrait taxer les logements qui sont occupés. Il y a des propriétaires qui volontairement ne pas leur logement présentement ou qui les laissent dans l'hébergement temporaire de façon plus ou moins légale. Moi, je pense qu'on devrait être là-dessus. Pour ça générerait un revenu pour la ville, puis ça mettrait des logements en circulation. Globalement, tu vois, il faut construire, il faut inciter à rénover également, il faut que ce soit intéressant. Il y a des mesures anti-flip présentées dans le cadre financier la semaine prochaine. On va présenter des façons d'aider les propriétaires à garder leur logement à jour, parce que c'est pas que d'avoir des nouveaux logements, c'est aussi que les logements ne viennent pas des taudis, des parcs immobiliers, des lieux qui sont encore plus souvent. Les logements peuvent aller en empirant si on perd des logements de qualité qui existent présentement. Finalement, moi je pense qu'il y a beaucoup de projets qui tardent à émerger parce qu'ils sont un peu bloqués dans la machine. Ça prend du temps. Il y a William Goulet, il y a des gens de Préalliance qui parlaient cette semaine que un coup que ton permis, ça va vite. Tu peux faire ta demande, ça va vite, mais tout ce qui se passe avant, ça prend du temps, et il faut que les motifs au travail à faire émerger le projet de la machine. Merci beaucoup, M. Marchand. On n'a jamais eu autant de construction au Québec, il n'y a jamais eu autant de au Québec. Pourquoi? Parce qu'on a tout changé, on a changé la culture en construction de logement. Parce qu'on travaille différemment, parce qu'on ne travaille plus comme on travaillait en 2021, en 2022, pour faire en sorte de faire face à la crise. Ça suppose de l'abondance. L'abondance, ça n'assure pas que ce qui va être construit, parce que le coût de construction est maintenant plus élevé que jamais depuis la pandémie, pour une question de matériaux, pour une question de coût de main-d'œuvre, pour une question de provenance des matériaux. Ça crée quand même du logement, mais du logement qui est parfois plus élevé que ce qui est abordable. Donc, ça suppose de jumeler ça avec ce qu'on a parlé depuis à quelques reprises depuis le début, de logement social, logement abordable, logement étudiant. Ça suppose d'investir sur les deux niveaux pour faire en sorte que le loyer soit abordable, mais que par l'abondance, on jugule cette hausse, la hausse dont parlait Mme Smith, qui est quand même assez importante au Québec et qui fait monter le prix des logements et qui rend ça inaccessible pour plusieurs. Ça suppose donc de travailler sur les deux volets et de faire en sorte, et c'est ce qu'on a fait à la Ville de Québec, on est devenu la championne de la croissance des constructions de logements en 2024 et 2025 parce qu'on a tout changé, parce qu'on aimait les permis plus vite, parce qu'on enlevait le retrait, qu'on enlevait la bureaucratie, parce qu'on est meilleur qu'on l'a jamais été. Et ça, c'est des promoteurs qui le disent pour faire en sorte de créer et de répondre à une crise qui est celle du logement et qui est bien réelle. Merci. Il reste M. Aubé. Oui, bien écoutez, encore, tant que certains promoteurs doivent sûrement être contents, mais il y en a encore plusieurs qui se plaignent justement que la bureaucratie n'est pas encore tout à fait enlevée, ou du moins il en reste encore beaucoup. Je pense que je reviens un peu à mon point tout à l'heure. Je pense que oui, c'est une question d'avoir accès au logement et au niveau de la construction de nouvelles maisons pour faire vraiment la fameuse transition pour que les gens arrêtent d'être en logement puissent enfin s'acheter une maison de manière abordable. Bien évidemment, vous parliez tantôt justement de régler la crise du logement. On va être quand même réaliste. On peut faire notre possible à la Ville de Québec pour faire notre part de ce niveau-là. Je ne pense pas qu'on va la régler entièrement. Mais si on peut avoir un objectif ambitieux pour pouvoir aller plus loin de l'avant, je pense que je suis d'accord à ce niveau-là. Du côté de respect citoyen, bien évidemment, je me répète, mais c'est ça, c'est vraiment au niveau de la bureaucratie, au niveau du réglementation. On veut vraiment aller dans l'incitatif. Contrairement à mes collègues, je travaille pas mal plus au niveau de la carotte au lieu du bâton. Je pense que ça ne donnera pas d'incitatif positif à des entrepreneurs privés de vouloir construire si on les taxe, on les coercise, on les empêche de faire certains trucs. Surtout en plus que le Airbnb, Mme Smith, c'est environ 3% des logements au Québec, fait que l'impact serait quand même minimal. Donc, je pense qu'au niveau de réduire le temps des permis, les dérogations mineures, que ça se fait en coup d'année à Ville de Québec, selon moi, c'est impensable. Donc, vraiment, enlever le plus de bureaucratie possible pour que les entrepreneurs, les promoteurs puissent davantage construire à la fois des logements et des résidences pour les gens. Merci beaucoup. On se tourne maintenant vers les questions du public. Je vais inviter Élie qui va lire certaines questions qui sont émanées de votre du code QR, mais n'hésitez pas à continuer à poser vos questions via le code QR. Élie va poser les questions et je vais attribuer l'ordre de parole. Donc, je vais commencer par l'ordre de parole. Avant de donner la question, on va faire ça. Donc, ça va aller à M. Marchand, Mme Smith, M. Aubé et M. Villeneuve. Première question qui vient du public. Merci beaucoup pour toutes les questions que vous nous avez envoyées. Donc, j'en ai sélectionné quelques-unes. On va essayer d'en faire le plus possible, puis on verra avec le temps qui nous reste. Donc, premièrement, quelles mesures pourraient être entérinées afin d'encourager plus de femmes de se présenter en politique municipale? Merci, M. Marchand. On va essayer de faire des réponses courtes pour avoir plus de questions. D'abord, c'est une question de représentativité. Pour la deuxième élection de suite, on a plus de femmes que d'hommes dans notre équipe. En politique municipale, les gens me disent c'est compliqué, les femmes ne veulent pas venir, il faut les convaincre. Non, pas vraiment. Il suffit de faire une approche, il suffit de bâtir une équipe, il suffit de tenir compte de ce qu'elles souhaitent bâtir au municipal. Elles ont des idées extraordinaires, il faut leur faire une place, et ça suppose de leur faire une place. À l'exécutif, c'est ce que j'ai fait. Ça suppose de s'engager à l'égalité, c'est ce que j'ai fait, et de ne pas déroger de ça, et de ne pas me faire dire comme en 2021, c'est une question de compétence. Ça, c'est des arguments des années 80. Tu as le micro pour ça. Merci, Mme Smith.
C'est une très bonne question. Évidemment, oui, la représentativité, ça c'est une question, mais en 2021, il y avait les gros campagnes pour recruter les jeunes et les femmes. Et qu'est-ce qui se passait en 2021? Mais non, il y avait beaucoup de jeunes femmes qui se présentaient. Et qu'est-ce qui se passait après? Mais souvent, qu'est-ce qui se passe avec les jeunes femmes? Ben, ils ont les bébés. Est-ce qu'il y a les mesures pour des dons? Moi, j'ai eu un bébé pendant mon mandat. Puis, est-ce qu'il y avait des mesures pour des congés maternité? Non. Il n'y en a pas de congés maternité à Québec. On a battu avec le réseau des jeunes mères municipales pour changer la loi. Donc, maintenant, on peut assister à distance lors des votes. Mais il y a encore beaucoup des empêchements pour justement avoir un accès, de débloquer la participation des femmes. C'est une autre question de comment on peut vraiment cibler les enjeux qui sont importants et pertinents pour les femmes. C'est une question de les écouter, créer des espaces pour qu'ils se sentent à l'aise de se présenter et participer pleinement à la démocratie. Merci. Juste une petite précision, là, vous comprenez que les questions étaient affichées, mais c'est des questions du public, donc on ne pouvait pas anticiper celles-ci. On laisse à l'écran, même si ça n'a pas rapport avec les questions qui sont posées, simplement pour que vous continuez à avoir accès au code QR. Excusez-moi, une petite précision. Oui, écoutez, bien évidemment, la représentativité, puis que davantage de femmes se présentent en politique, selon moi, c'est essentiel, là, tant qu'aussi longtemps que pas l'entièreté des points de vue ne sera pas représentée. Selon moi, on n'aura pas une démocratie, du moins la plus parfaite possible, malgré la perfection et jamais de ce monde. Je suis quand même d'accord majoritairement avec ce que Mme Smith a dit. Je pense vraiment que davantage d'incitation, puis je suis tout à fait d'accord. Ça me faisait d'ailleurs penser à quand Mme Casgrain était rentrée à l'Assemblée nationale, au provincial, il y a de ça de nombreuses années. Bien, il y avait uniquement les toilettes pour les hommes à l'époque à l'Assemblée nationale. On a dû en faire une pour elle. Puis c'est vrai que le rapport travail-famille au niveau des femmes versus les hommes est aucunement la même chose. Donc, avoir des dispositions à ce niveau-là. Puis, je vais le dire, je vais être d'accord avec M. Marchand là-dessus. Je pense que c'est pas une question nécessairement que... Est-ce qu'il peut y avoir certains intérêts divergents par rapport à ce que c'est ça? On dit souvent que les hommes sont plus tendance à s'intéresser aux choses, les femmes sont tendance à s'intéresser aux gens, alors que techniquement, on devrait les voir plus en politique selon cette logique-là. Fait que selon moi, c'est un non-sens qu'il n'y en ait pas autant. Donc, de notre côté, respect citoyen, on a 7 candidates femmes au niveau de mes collègues au conseil, en tout cas, qui se présentent pour le conseil municipal, qu'on fait un événement le 23 prochain pour le 85e anniversaire du vote des femmes. Donc, on rejoint. Merci, M. Dumais. Oui, c'est une question très importante, puis moi je suis pas concerné, puis je suis très transparent là-dessus, je veux dire devant vous. Moi, j'ai pas réussi à atteindre la parité. Puis j'aurais voulu le faire, j'ai travaillé vraiment fort pour y arriver. Puis à la fin, tu sais, qu'est-ce que j'en comprends? C'est que oui, la politique, c'est encore vu comme quelque chose qui est loin pour les gens qui est déjà plus cruel, plus difficile, parce que tu sais, toute la famille sur les réseaux sociaux, on l'a vu, il y a beaucoup d'élus qui ont démissionné pour les dernières années. Moi, je pense que ça montre que c'est pas réglé. Ça montre qu'il faut faire plus. Le fait que, même si je m'y attachais, j'ai quand même manqué mon coup. Je suis pas satisfait de ça. Il faut faire plus. C'est pas gagné. C'est pas parce que, tu sais, le plafond vert est brisé, il peut se refermer. C'est des choses qu'on a vues ailleurs. Il faut continuer de travailler. Jackie a raison. Les mesures incitatives, notamment pour les congés de maternité, c'est important. Moi, je suis devenu père pour une deuxième fois pendant le mandat. J'avais pas plus de mesures pour m'aider, mais la réalité demeure quand même que ça n'avait pas, le fait de devenir parent à nouveau pendant mon mandat, ça n'avait pas de conséquences pour moi que pour une femme, pour mon corps, pour n'importe quoi, pour toutes ces raisons-là. Il faut agir là-dessus. Par autre chose, ça prend des modèles inspirants aussi de femmes qui font de la politique comme Jackie le fait, puis comme d'autres femmes dans l'équipe de M. Marchand. Puis là, mon équipe aussi. Merci les femmes. Merci. J'attribue l'ordre de parole et je laisse la prochaine question. Donc, ça sera M. Aubé, M. Marchand, M. Villeneuve et Mme Smith. Élie, prochaine question. Oui, on a discuté déjà de l'importance de la participation des jeunes, selon vous. Maintenant, qu'est-ce que vous croyez que ces jeunes-là, qu'est-ce que vous croyez que la jeunesse a apporté à la politique et à nos institutions? M. Aubé. Tout! Non, absolument. Ben, c'est le cas de chaque génération, mais chaque génération amène sa propre vision unique. Souvent, les générations plus âgées, bien évidemment, puis plus âgées, on parle de même 35 ans et plus, bien évidemment, on est né dans différents paramètres, on est né dans différents repères, différentes références, et je pense que la société change, la société bouge, et d'une manière un peu plus personnelle, en plus de mon implication au niveau de la politique, je suis également cofondateur d'un mouvement jeunesse conservateur qui s'appelle Génération Ambition, avec ma collègue Héloïse Coulombe qui est derrière dans la salle aussi. Je suis porte-parole depuis plus de 2 ans. Donc, on présente une partie de la jeunesse, pas l'entièreté bien évidemment, mais le but c'est que davantage de gens puissent s'exprimer dans l'espace public sans peur, de parler de leur position, de parler de leurs idées,
idées et de parler des enjeux qui les tiennent à cœur. Mais je pense vraiment qu'au niveau des jeunes, bien évidemment, plus il y en a, mieux que ça. Merci, M. Marchand. Souvent, on entend, vous faites peut-être dire, vous êtes la relève. C'est de la bullshit, ça. Vous n'êtes pas la relève, vous êtes le présent. Oui, vous êtes l'avenir parce que vous avez fait ces décisions-là plus longtemps, mais c'est maintenant qu'on a besoin de vous autres. C'est le temps, gang. C'est le temps de nous pousser dans le dos, c'est le temps de faire en sorte qu'on soit encore plus courageux, qu'on accélère encore les choses, qu'on prenne des décisions en fonction, non pas du présent, non pas en fonction de ce que ça bouscule, parce que c'est d'autres dans les décisions qu'on prend pour le futur. Il y a du monde que ça bouscule et on les comprend. Mais ça suppose aussi un mouvement de jeunes, ça suppose du monde qui dit ces décisions-là vont vivre longtemps avec. Et on a besoin de prendre des décisions courageuses, que ce soit en matière d'environnement, que ce soit en matière sociale, que ce soit en matière économique. On veut bâtir une nouvelle société qui tient en compte de considérants qui, présentement, nous heurtent, nous frappent, nous bousculent. Mais ça suppose, oui, d'être audacieux, d'être ambitieux, d'être visionnaire, d'être innovant. Et sans la jeunesse, on n'est pas capable de faire ça. Ça se passe au présent, ça se passe pas dans 5 ans, dans 10 ans. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas écouter ceux qui vous disent quand tu auras de l'expérience. Non, c'est maintenant qu'on a besoin de vous autres pour aller plus loin, pour aller plus vite, pour qu'il y ait une ville extraordinaire qui inspire le monde. Sans vous autres, c'est pas possible. Merci, M. Villeneuve. Tu sais, il y a des vieux clichés, là, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Si tu mets tout le monde à côté de ça, on sait puis on peut ensemble. On a cette volonté-là d'agir, d'avancer. On a cette énergie-là qui permet de le faire. Puis on a aussi des expériences de la science de connaissance, des expériences accumulées qui font en sorte qu'on est meilleur. Il faut faire la somme des perspectives. Les jeunes qui ont des besoins pour leur quotidien, pour l'avenir. Il faut que dans nos décisions, avec les personnes plus âgées, ceux qui les donnent, il faut qu'on tienne compte de ces besoins-là. Puis ça améliore, je pense que quand tu améliores l'expérience de la vie de la ville, d'un groupe, tu améliores l'expérience de l'ensemble des gens qui vivent dedans. Alors moi, il y a pas de. C'est ça que les jeunes peuvent apporter, c'est cette énergie-là, cette volonté-là d'aller loin, de se projeter dans le futur. Puis c'est cette énergie-là de faire en sorte qu'on prenne des décisions aujourd'hui qui changent l'avenir. C'est fondamental. Puis les mouvements sociaux dans nos sociétés ont toujours fonctionné sur ce moteur-là. Merci. Madame Sip. J'avais peut-être 11 ans quand j'ai commencé de suivre les politiques. Et en fait, la question de l'indépendance à Québec, c'était quelque chose qui vraiment accroché mon attention et j'ai commencé à suivre vraiment les politiques à un jeune âge. J'ai participé à chaque niveau de politique possible avec les conseils d'étudiants. À l'université, même au secondaire, il y avait une organisation des étudiants d'école secondaire à travers l'Ontario dont j'ai été vice-président. Juste parce qu'on est jeune, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas notre mot à dire, qu'il n'y en a pas des débats, il n'y en a pas des questions de société. Juste parce qu'on est jeune, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de politique. CADUL et tous les organismes étudiants sur le campus, c'est les vraies politiques ce que vous faites là. Donc, juste parce que vous êtes étudiante, ça ne veut pas dire que vous n'avez rien à contribuer. Donc, je pense que de mettre en valeur ça et vous lancer dans les politiques municipales, c'est légitime, puis c'est un avenir à réfléchir. Merci. J'attribue l'ordre de parole pour la prochaine question. On va passer le micro à Élie. Donc, on ira avec M. Aubé, M. Villeneuve, Mme Smith et M. Marchand. Donc, troisième question publique. Si votre formation politique s'en va à la mairie de Québec, comment est-ce que, selon ce que vous proposez, comment est-ce que vous voyez la ville dans 20 ans? Merci. Donc, M. Aubé, je vous cède la parole. Bien, une ville de Québec prospère, une ville de Québec attirante, productive et, oui, innovante à plusieurs égards. Bien évidemment, vous comprendrez que je ne suis pas Stéphane Lachance, donc bien évidemment, la question de la mairie est un peu plus touchée pour moi, malgré que c'est ça, je me rends au conseil municipal. Mais si je peux vous donner ma vision plus personnelle là-dessus, tu sais, le slogan de Québec citoyen, c'est de respect citoyen, on va bien le dire, c'est Québec comme on l'aime. Québec comme on l'aime, c'est pas nécessairement revenir dans le passé, c'est pas nécessairement de stagner à ce niveau-là. C'est avoir des gens, oui, qui sont principalement, oui, servis, mais écoutés. Pendant longtemps, j'ai l'impression, puis pas uniquement à Québec, la pyramide de Maslow des priorités, une priorité comme virait un peu à l'envers. Autant qu'on c'est fun de couper des rubans, de présenter des grands projets, puis ça en prend, je ne nie pas ça. Par contre, il y a des trucs pas sexy municipales, mais qui sont essentiels. La voirie, la sécurité, les poubelles, le déneigement. C'est pas sexy, mais il faut le faire. L'aqueduc, les égouts.
Donc, c'est essentiel. Le municipal, c'est ce qui touche le plus grand nombre de citoyens. C'est le palier qui est le plus près de vous. Puis, je pense que c'est ce qu'on propose à ce niveau-là. Merci, M. Villeneuve. Moi, je veux que dans 20 ans, il y ait une ville qui va avoir réglé ses problèmes. J'espère que dans 20 ans, on ne parlera plus du tramway. Parce qu'il va être fait. En fait, que si on en parle encore, ce sera pour parler de la 4e, de la 5e, de la 6e ligne qu'on va être en train de. J'espère que dans 20 ans, on ne parlera plus du 3e lien. Parce qu'on l'aura fait ou parce qu'on aura décidé de ne pas le faire, mais qu'on aura arrêté de rester des lignes par rapport à ça. J'espère que dans 20 ans, l'incinérateur, on va être en train de le fermer, pas d'investir dedans pour le garder. J'espère que dans 20 ans, ce qui fait nos préoccupations, en fait, que dans 20 ans, on va avoir d'autres préoccupations que celles qu'on a actuellement, puis qu'on va avoir avancé là-dedans. Moi aussi, je veux qu'on continue de rêver avec des grands projets. Il y a des hommes d'affaires à Québec, présentement, qui proposent l'idée de candidature de Québec pour l'exposition universelle. Moi, j'avais proposé l'idée de tenir une manifestation du calibre du 400e Horizon 2035 pour célébrer le 500e anniversaire du premier rival de quartier à Québec, en commémoration avec les peuples autochtones, faire un événement d'envergure internationale parce que ces événements-là laissent des legs. Et moi, je me rappelle quand je suis arrivé à Québec, là, le 400e 2008, ça a été super important dans la création de ma relation avec cette ville-là. Moi, je pense qu'on doit continuer de rêver à des projets et des moments comme celui-là que tu as vu. Merci, Mme Smith. J'imagine une économie circulaire avec une ville véritablement zéro déchet. J'envisage autant de forêts qui existent présentement parce qu'on va les toutes préserver, mais une ville encore plus verte avec la nature à chaque coin de la rue. On veut un toit pour tout le monde et on veut des rues piétons partout. Et je ne peux pas oublier de dire que profondément, j'espère que Québec sera la capitale nationale du pays. Je pense que dans 20 ans, si on a le courage de nos actions, on sera une ville verte dans tout ce que ça veut dire, dans tout le sens du mot. On sera une ville où le vivre ensemble sera quelque chose qui inspire le monde. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que peu importe où tu es né, peu importe la couleur de ta peau, tu n'es pas différent. Tu viens ici contribuer à quelque chose de plus grand que toi-même, comme nous essayons tous de faire. On sera une ville avec une nouvelle économie qui tire profit des nouvelles technologies, qui tire profit de l'innovation et qui est capable aussi, là encore, d'inspirer le monde. On sera une ville bien gérée, et ça, il faut le faire dès maintenant. C'est pas pour rien qu'on cherche à baisser la dette, puis qu'on réussit à le faire, qu'on a doublé ce qui était fait par avant. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas vous laisser une ville dont les taux d'emprunt font en sorte qu'on rembourse les taux d'intérêt en fou et faire en sorte de passer aux générations futures une dette duquel ils vont souffrir. On sera une ville qui aura le courage de ses actions et qui sera capable de dire au reste du monde, malgré les grands défis de ce monde, on est capable d'avoir avec notre ambition des capacités de réaliser, de rêver, des capacités d'inspirer les autres et des capacités de voir l'avenir, non pas comme étant anxieux, mais comme étant quelque chose de beau et de grand. Merci. Donc, on va prendre une dernière question du public. L'ordre de parole sera comme suit. M. Villeneuve, Mme Smith, M. Marchand et M. Aubé. Merci encore une fois pour toutes vos questions. Puis je sais qu'on en fait juste 4. Ça serait vraiment le fun d'en faire plein. Mais si les candidats qui sont présents ce soir le souhaitent, je pourrais toutes leur partager vos implications pour qu'ils puissent s'y pencher. Donc, pour la dernière question que j'ai à vous poser, ça va peut-être un petit peu développer sur votre dernière réponse. Quelles actions aimeriez-vous prendre pour encourager l'accessibilité à la nature à proximité de Québec et dans la ville de Québec? Monsieur Villeneuve. Nous, on s'attache à l'objectif 3-30-300, c'est-à-dire que tout le monde va au moins 3 ans de chez lui. Et tout le monde habite dans un quartier. La santé publique dit que c'est à 40% qu'on commence à avoir un impact sur la santé, de quadriller le territoire couvert par des arbres. Mais je pense qu'on part tellement de loin qu'il faut réaliser qu'il va y avoir au moins 30% du quartier, puis avoir à 300 mètres de chez nous un espace vert. Par contre, il y a un projet dont on ne parle pas assez, à mon avis, c'est qu'il y a dans le massif forestier de Charlebourg la possibilité de créer un parc régional de conservation, comme ça s'est fait ailleurs, vous savez bien, dans la loi qui a été créée dans les Laurentides à Saint-Agathe. En autobus, on pourrait se rendre dans un parc nature du calibre des parcs de la CEPAC. C'est à proximité de notre territoire urbain, le périmètre urbain. C'est un secteur qui doit être protégé, parc de conservation et de loisirs. Puis ça, c'est quelque chose qui peut être fait aussi en partenariat avec les gens qui sont propriétaires présentement. Il y a une opportunité avec un organisme qui se trouve à cet endroit-là de se doter d'un parc nature qui serait collé sur le périmètre urbain et aussi auquel tout le monde pourra avoir accès. Merci, Mme Smith. Mais premièrement, dès qu'on est élu, on va
on va adopter un règlement qui va mettre un moratoire sur toutes les constructions sur les milieux naturels. Donc, il n'y aura plus de développement sur les milieux naturels parce que on sait qu'il faut absolument protéger notre territoire. On cible aussi la déminéralisation de plusieurs espaces et la plantation massive pour atteindre un niveau de canopée de 40% dans tous les quartiers. C'est essentiel. Ce qu'on propose aussi, c'est de développer un réseau des parcs de base de plein air dans toute la couronne. Dans le nord de Charlebourg, l'endroit que M. Villeneuve a fait référence, où on se trouve le boisé des Châtels, ainsi que les endroits dans Sainte-Foy où il y a les parcs il y a les milieux naturels qui ne sont pas encore conservés. Merci. Monsieur Marchand. Merci. D'accord avec M. Villeneuve sur le principe d'avoir accès rapidement et proche de ses choix à la nature. Et j'ajoute qu'on est en train de devenir la première ville capitale qui va être identifiée comme réserve mondiale de l'UNESCO, de biosphère. Pourquoi? De biodiversité aussi. Pourquoi? Parce qu'on a été reconnu au Canada comme étant une ville qui protège son eau, qui protège son air, qui améliore sa qualité de l'air, qui développe des corridors de biodiversité, qui combat les îlots de chaleur, qui ne se gêne pas pour attaquer les pesticides, qui ne se gêne pas pour mettre des règlements sur les feux de foyer notamment et faire en sorte qu'on élimine la question des particules fines dans l'air qui causent 100 décès par année. Parce qu'on est capable, avec notre réserve climatique, on est les premiers à l'avoir fait, à mettre de l'argent de côté pour les générations futures et faire en sorte qu'on ait la réserve qu'il faut pour s'adapter, adapter notre vie au changement climatique, la préparer et aussi faire en sorte qu'à travers tout ce qui va se découvrir et ce qui va s'innover, qu'on ait les ressources nécessaires pour poser des actions et non plus on n'est plus sur la carte de crédit, mais qu'on ait les ressources à travers nos réserves pour être ambitieux et être audacieux, pour faire face à nos grands défis. Et ça, présentement, nous sommes en très bonne posture et c'est pour ça que l'UNESCO, probablement dans un an, va nous reconnaître comme la première ville capitale réserve de biosphère mondiale. Merci, M. Aubry. Oui, écoutez, c'est sûr que pour bien évidemment, les centres de biodiversité, les parcs à Québec, c'est absolument incroyable. Mais quand on parle de nature, étant un gars de région, étant un gars de bois, bien évidemment, on parle de forêt. Bien évidemment, on connaît très bien c'est pas long qu'on quitte Québec, c'est facile de se retrouver et de se dépayser, puis c'est une bonne chose. Je pense qu'il y a beaucoup de pays dans le monde qui parlent souvent, au Québec, au Canada, les grands espaces, mais c'est pas vrai que c'est une grande richesse. Écoutez, il y a plein d'options. Je sais que, par exemple, au niveau, quand il y a eu le 150e anniversaire du Canada, je pense que Parc Canada va offrir une entrée gratuite pour tous les citoyens canadiens. Il y aurait-il possibilité de le faire également en collaboration avec la Ville de Québec et même la CEPAC au niveau provincial pour donner des avantages ou même des accès gratuits à différents parcs à proximité ou faire des collaborations avec eux à ce niveau-là pour donner accès aux gens au plus de pieds carrés, si je puis dire, de nature possible. Je pense que c'est une bonne chose. Également, inciter davantage les plus jeunes qui le font déjà, mais encore plus de s'inspirer, de participer à des sports au niveau du sport de nature, également, mettons, l'escalade, entre autres, des trucs comme ça. Je pense que ça serait vraiment très essentiel d'avoir une connectée avec la nature parce que, oui, la ville, c'est le fun, les services sont proches, c'est merveilleux, mais la nature est là aussi. C'est ça qu'on veut. Merci. Donc, c'était notre dernière question. Je tiens à remercier les organisateurs, nos deux associations étudiantes, de vous être déplacés. Je vous rappelle d'aller exercer votre droit de vote, peu importe dans quelle ville, et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de campagne. Merci.